Au programme, 7 décès de Chicago empoisonnés au Tylenol. Une vague nationale de terreur, une demande de rançon et un suspect qui regrette des années de harcèlement pour ce crime. Bienvenue dans l'affaire des meurtres au Tylenol. Le 29 septembre 1982, Mary Kellerman, une jeune fille de 12 ans, se réveille avec un mal de gorge. Elle vivait à Elk Grove City dans l'Illinois avec ses parents, et ce jour-là, ils ont décidé de lui donner une capsule de Tylenol, une marque d'acétaminophène très répandue aux États-Unis, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de notre paracétamol en Europe. Quelques instants plus tard, son père l'a entendu tousser encore et encore, jusqu'à entendre un bruit sourd. Lorsqu'il a ouvert la porte de la salle de bain, il a trouvé sa fille sur le sol, les yeux ouverts, les pupilles dilatées et avec une grande difficulté pour respirer. Quelques heures plus tard, Mary mourra. Le même jour que Mary, un jeune homme de 27 ans, Adam Janus, s'est réveillé avec des maux physiques. Avant de commencer sa ronde, ce facteur de 27 ans s'est rendu dans une supérette et a acheté une bouteille de Tylenol et a pris 2 pilules. Quelques heures plus tard, il sera emmené à l'hôpital mais il décidera peu de temps après. Comme se souvient l'une de ses nièces, elle dit « On a dit à ma famille qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais personne n'a compris pourquoi il était mort aussi jeune ainsi. » Pour ne rien arranger, le lendemain pendant les funérailles, Stanley, le frère d'Adam, et sa femme, Teresa, tous deux jeunes mariés, ont commencé à souffrir de violents maux de tête. Ils sont entrés dans la maison, ont trouvé le flacon d'analgésique et ont pris quelques gélules. Le frère d'Adam est mort presque immédiatement. Sa compagne est morte 2 jours plus tard. La police n'a trouvé qu'un seul point commun entre toutes les victimes. Elles avaient toutes pris du Tylenol avant de mourir. Il a suffi qu'un procureur impulsif, présent sur l'une des scènes de crime, laisse tomber une poignée de capsules dans sa main et les sente pour découvrir l'arôme d'amande amère du cyanure. L'enquête a pu révéler que quelqu'un avait injecté le poison dans un certain nombre de flacons et les avait placés sur les étagères de plusieurs pharmacies choisies au hasard. Ainsi incroyable que cela puisse paraître, lorsque les enquêteurs ont découvert que quelqu'un avait mis du cyanure dans les gélules, les consommateurs ont été avertis de ne plus en prendre. En fait, le fabricant Johnson & Johnson a rappelé plus de 31 millions de boîtes aux États-Unis. La société a coopéré avec ses enquêteurs et a offert une récompense de 100 000 $ pour toute information permettant d'identifier et de poursuivre les responsables. L'entreprise pharmaceutique a finalement vérifié 1,5 million de flacons et a trouvé 3 contenants non ouverts contaminés par du cyanure, soit un total de 10 flacons de pilules altérées. Autre fait intéressant, l'enquête qui a impliqué plus de 100 agents a donné lieu à un rapport de 20 000 pages, alors qu'il n'y a ni scène de crime ni mobile. Je vous laisserai lire cette encyclopédie et résumer en commentaire ce que vous avez retenu. Au cas où vous ne le sauriez pas, le cyanure est un poison qui bloque la capacité du corps à utiliser l'oxygène. Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, il s'agit d'une substance qui affecte particulièrement le cœur et le cerveau. Son effet est très rapide, cela ne fait aucun doute, a déclaré le Dr Edmond Donog, qui a travaillé sur l'affaire en tant que médecin légiste adjoint du comté de Cook. Sous sa forme de cristal solide, le cyanure peut être mortel pour l'homme en quantité bien inférieure à 1 gramme, bien que certaines personnes aient survécu après en avoir ingéré davantage. Il convient de rappeler que l'odeur, plus précisément une odeur d'amande amère, dégagée par le flacon de pilule, a permis de révéler que le cyanure était à l'origine des meurtres. Si vous êtes intéressé par l'avis d'un médecin légiste, je vous invite à regarder la vidéo très intéressante de Légende avec Philippe Boxeau. Cette année-là, la Food and Drug Administration, FDA des États-Unis, a publié ses premières réglementations concernant les emballages inviolables pour les médicaments en vente libre. Johnson & Johnson a dévoilé des plans pour des bouteilles de Tylenol à triple fermeture. Une boîte avec des rabats collés, un anneau en plastique autour du col du récipient et un seau en aluminium, désormais courant pour les médicaments en vente libre. La société a ensuite proposé des capsules solides au lieu des capsules remplies de poudre qui avaient été trafiquées avec du cyanure. En 1983, le Congrès a également adopté une loi faisant de la falsification de médicaments et d'autres produits de consommation un délit.
Les exigences de la FDA en matière d'emballage des médicaments en vente libre imposent aux fabricants d'indiquer sur l'étiquette comment vous pouvez savoir si quelqu'un a ouvert le flacon avant vous. Ces caractéristiques d'inviolabilité peuvent inclure l'utilisation de logos, de seaux cassables, de plaquettes thermoforées et du ruban adhésif. Bien que tout semble terminé, 1982 n'a pas marqué la fin de la falsification des médicaments. Plusieurs imitateurs ont suivi, dont un cas de Tylenol contaminé au cyanure qui a fait une victime à New York en 1986. Il en va de même pour une femme qui a ajouté du cyanure à de l'excédent, tuant son mari et un inconnu en 1986. Et pour un homme de Seattle qui a mis du cyanure dans un Sudafed, un autre médicament, pour tuer sa femme en 1991, mais qui a tué à la place 2 inconnus. Autant dire que la pratique est devenue courante. Les autorités n'ont jamais identifié le tueur en tant que tel. Cependant, au milieu de la panique nationale de l'époque, Johnson & Johnson a reçu une lettre exigeant $1 million pour arrêter les meurtres. C'est à ce moment-là que le tueur présumé s'est fait connaître de manière incognito. La lettre en question disait « Comme vous pouvez le constater, il est facile de mettre du cyanure, de potassium et de sodium dans des capsules que l'on trouve dans les rayons des magasins. » James W. Lewis, dont on a découvert plus tard qu'il était l'auteur de la lettre, a été soupçonné de ces meurtres pendant plus de 40 ans. Bien qu'il n'ait jamais été inculpé, il a été arrêté à New York en 1982 et condamné pour avoir tenté d'extorquer de l'argent à Johnson & Johnson, ce qui lui a valu plus de 12 ans de prison. Après sa libération, il s'est installé avec sa femme dans le Massachusetts en 1995. Lorsque Lewis a été arrêté à New York en 1982, après une chasse à l'homme à l'échelle internationale, il a donné aux enquêteurs un compte-rendu détaillé de la façon dont le tueur aurait pu opérer. Lewis a reconnu plus tard avoir envoyé la lettre et exigé l'argent, mais a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'encaisser. Il a déclaré qu'il voulait embarrasser l'ancien employeur de sa femme en faisant virer l'argent sur son compte. L'affaire est rejetée lorsque dans une interview accordée en 1992 à l'Associated Press, M. Lewis déclare qu'il n'a pas avoué aux forces de l'ordre, mais qu'il leur a simplement expliqué comment le tueur avait pu empoisonner le Tylenol. J'ai fait ce que j'aurais fait pour une entreprise cliente, c'est-à-dire dresser une liste des scénarios possibles. Lewis, qui avait déjà eu des démêlés avec la justice, a toujours nié avoir joué un quelconque rôle dans les décès dus au Tylenol. Mais il est resté suspect et, en 2010, il a remis des échantillons d'ADN au FBI. Il a même créé un site web sur lequel il affirme avoir été piégé. Bien que le couple ait brièvement vécu à Chicago au début des années 1980, M. Lewis a déclaré qu'il se trouvait à New York au moment des empoisonnements. Le FBI a saisi un ordinateur et d'autres objets au domicile de Lewis en février 2009, après que les autorités de l'Illinois ont repris leur enquête. À l'époque, le bureau du FBI à Chicago a invoqué les progrès de la technologie médico-légale et a déclaré qu'il procédait, avec la police de l'État de l'Illinois et les services de police locaux, à un examen approfondi de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre des meurtres. Cela a permis aux enquêteurs, par exemple, de déterminer la date du cachet de la poste de la demande de rançon que Lewis avait écrite, exigeant qu'$1 million soit viré sur un compte bancaire. La nouvelle chronologie suggère que Lewis a écrit la lettre avant que le public ne sache que les décès étaient liés aux pilules de Tylenol contaminées. Mais alors, cela ne le rendrait-il pas absolument coupable des décès? Il n'y avait tout simplement pas assez de preuves pour l'inculper. Lewis avait déjà eu des démêlés avec la justice en 1978, lorsqu'il a été accusé à Kansas City, dans le Missouri, du meurtre par démembrement de Raymond West, 72 ans, qu'il avait engagé comme aide comptable. Les charges ont été abandonnées parce que la cause de la mort de West n'a pas pu être déterminée et que certaines preuves avaient été obtenues illégalement. Il a été condamné pour 6 chefs d'accusation de fraude postale dans le cadre d'un système de carte de crédit à Kansas City en 1981, où il était accusé d'avoir utilisé le nom et les antécédents d'un ancien client du fisc pour obtenir 13 cartes de crédit. En 1983, la police a décrit Lewis comme un caméléon qui vivait dans plusieurs États, utilisait au moins 20 pseudonymes et occupait de nombreux emplois, dont ceux d'informaticien, de comptable des impôts, d'importateur de tapisseries indiennes et de vendeur de bijoux, de machines pharmaceutiques et de biens immobiliers. En 2004, il a également été inculpé de viol, d'enlèvement et d'autres délits pour l'agression présumée d'une femme à Cambridge.
Il a été incarcéré pendant 3 ans dans l'attente de son procès, mais les procureurs ont abandonné les charges le jour où son procès devait commencer, la victime ayant refusé de témoigner, a déclaré à l'époque le bureau du procureur du comté de Middlesex. Après plus de 40 ans de meurtres multiples, Lewis meurt à l'âge de 76 ans, le dimanche 9 juillet 2023. Les policiers, les pompiers et les ambulanciers qui ont répondu au signalement d'une personne inconsciente vers 16 h l'ont trouvé mort à son domicile de Cambridge dans le Massachusetts. Selon un communiqué, après enquête, il a été déterminé que la mort de Lewis n'était pas suspecte. de mon côté, le suspect a tout ce qu'il faut pour être un coupable parfait. Un passé bien chargé, mais ce qui nous empêche de l'incarcérer est le manque de preuves et de mobile. Selon vous, innocent ou coupable chanceux? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, de me dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer par la suite ou si vous avez d'autres idées de sujets comme ça sur lesquels je pourrais explorer. Dans tous les cas, je vous dis à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!